BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club BFM Crypto, comme tous les jours, 16h35, 17h, avec aujourd'hui John Karp qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement Crypto Art. On parlera avec vous dans un instant du monde des NFT. Et juste avant, on va faire un point sur les crypto-monnaies, justement, avec Vincent Bois, analyste technique chez IG. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Bitcoin là qui fait une petite pause aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il a gagné 10% en l'espace de 3 semaines. Et là, on revient aux alentours des 21 500 $ sur le Bitcoin, c'est ça Oui, tout à fait. On a eu une belle montée. En tout cas, on a eu un rebond important. On en parlait la semaine dernière. On est allé chercher quasiment justement ces 25 000 $ arrêtés un peu avant 24 500. Et ce retour en arrière, pour le moment, qui semble se poursuivre de la même façon, toujours dans le sillage des indices américains. Une semaine extrêmement cruciale pour les actifs traditionnels qui pourraient entraîner à la hausse ou à la baisse également le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc pour le moment, on est allé chercher l'objectif et donc on est plutôt sur un retour de la tendance baissière à court terme, sur un retour de la correction et donc ici, techniquement, on est plutôt sur une poursuite de la baisse à court terme, aller chercher sous les 21 000 $. Il y a un niveau technique vers les 20 700 que l'on peut aller chercher, et puis bien sûr le seuil psychologique des 20 000. Mais avec cette semaine très cruciale sur les actifs traditionnels, avec la saison des résultats à la Fed également, selon la teneur des discours de mercredi, eh bien le mouvement pourrait s'accélérer et nous pourrions aller chercher un niveau technique plus important sous les 20 000 $, vers les 18 800, voire aller chercher le plus bas annuel qui est actuellement sur les 17 500. Donc après l'atteinte de cet objectif, attention au risque d'accélération baissière, mais étant donné les rendez-vous que nous avons tout de même cette semaine, selon ces nouvelles, nous pourrions avoir un retour haussier. Mais je privilégie plutôt le retour, la poursuite de la baisse et d'aller probablement chercher à court terme un niveau sous les 20 000 $ sur le Bitcoin. Et du côté de l'Ether, quels sont les niveaux à surveiller aujourd'hui ? Alors de la même façon, au niveau du mouvement, le mouvement baissier ne s'est pas encore enclenché. C'est plutôt une hésitation qu'on voit sur l'Ether. Le mouvement haussier a été bien plus important. On rappelle, il est passé donc de 850 $ mi-juin jusqu'à quasiment les 1700 $, qui était l'objectif qu'on avait fixé la semaine dernière. Donc une hausse extrêmement importante tout de même. Et donc pour le moment, le mouvement baissier ne s'est pas enclenché. Beaucoup d'informations plutôt positives pour l'Ether et pour l'Ethereum, mais attention tout de même, bien entendu, les crypto-monnaies sont entraînées par l'évolution du Bitcoin, sont entraînées également toujours par les actifs traditionnels, et donc si ce mouvement baissier se poursuit sur les actifs traditionnels ou le Bitcoin, l'Ether sera probablement entraîné, et donc ce mouvement baissier pourrait s'enclencher sur les 1500. Il y a bien sûr les 1420 $, cet ancien plus haut historique de 2018. Mais voilà, comme je le disais sur le Bitcoin, attention à une accélération de la baisse. On verra la saison des résultats. On verra surtout mercredi soir le discours de Jérôme Powell qui pourrait entraîner un mouvement encore plus baissier. Et ces 1420 $ sur l'Ether pourraient être cassés et amener à une accélération plus importante. Le niveau qu'on va suivre en dessous, ce sont les 1280. Attention donc, on va suivre au-delà de l'aspect technique, on va suivre toutes les informations que j'ai citées, bien entendu. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui pourraient au contraire nous permettre sur l'Ether d'aller chercher les 1700 au-delà, d'avoir une accélération plus importante. Mais on conserve à court terme, on privilégie toujours actuellement en tout cas, ce retour de la baisse, de la correction, et sous les 1500, il y a les 1420 puis 1280 $ sur l'Ether. Merci beaucoup, merci Vincent Bois, merci d'avoir apporté ces éléments techniques aujourd'hui, analyste technique chez IG. Donc je vous rappelle, l'Ethereum qui perd du terrain aujourd'hui, un peu plus de 5%, 1515 $, quand l'indice Bitcoin de son côté perd 3,5%, 21 789 $. John Karp avec vous, on va parler des NFT et de foot. Pour une fois, on va parler de foot sur BFM Business, avec notamment Kylian Mbappé qui a fait son entrée dans les NFT, c'est ça
Exactement. Alors qu'il a fait son entrée, il était déjà intéressé par le sujet. Mais en effet, là, il y a eu une annonce assez importante la semaine dernière de la part de la société Sorar, dont vous avez déjà à nombreuses reprises parlé du coup sur BFM Business, parce Kylian a été annoncé comme à la fois ambassadeur et aussi actionnaire finalement de la société Sorar. C'est pas le premier sportif du coup qui suit ce mouvement. Il y avait déjà Serena Williams qui était elle-même justement qui fait partie du board de Sorar et qui est elle-même ambassadeur. Et puis au début de l'aventure de cette société, il y avait déjà Gérard Piqué, le joueur de Barcelone, et Antoine Griezmann. Donc on voit que cette société qui parle de foot, s'entoure de sportifs et qui sont à la fois impliqués au niveau du capital et aussi, en tant qu'ambassadeurs, ils font jouer leur réseau pour faire grossir cette société du coup. Ouais, Sorar, dont on parle régulièrement, ils ont levé beaucoup de capitaux ces dernières semaines. Plateforme qui est spécialisée dans l'échange de NFT. Hein. Alors c'est ça, c'est de l'échange de NFT. Alors pour vulgariser au départ, c'est vrai qu'on parle de la fameuse carte Panini virtuelle, numérique. Ouais. Donc en fait, le point de départ, en fait, ça ressemble à ces formes de cartes de collection. Chaque saison, finalement, je crois que Sorar a fait des deals avec plus de 150 clubs maintenant dans le monde, notamment en Europe, donc notamment toute la Ligue 1, la Ligue en Allemagne, en Espagne. Et donc chaque saison, les cartes sortent, donc là on termine la saison 2021-2022 et donc au début de la prochaine saison on va avoir les nouvelles équipes et on va pouvoir acheter justement ces nouvelles cartes. Et grâce au NFT en fait on crée toujours de la rareté virtuelle. Ça veut dire que par exemple la carte Kylian Mbappé du PSG qui va sortir là pour la saison 2022-2023 parce que Kylian Mbappé reste au PSG en fait elle existe en plusieurs exemplaires. Un exemplaire unique qui est le plus cher et sur lesquels on a des enchères qui peuvent monter très très haut, au-dessus des 100 000 euros, voire beaucoup plus. On a un modèle dit super rare en 10 exemplaires, un modèle rare en 100 exemplaires, et maintenant d'autres modèles en 1000 exemplaires. Ça veut dire qu'avec des niveaux de rareté différents. Donc selon votre budget, vous allez pouvoir acquérir justement des cartes plus ou moins rares, mais toujours en série limitée. Et donc, c'est des cartes ensuite qu'on peut collectionner, qu'on peut échanger, qu'on peut finalement acheter ou revendre, parce qu'on en est vraiment propriétaire. Mais en fait, ça va un peu ou même beaucoup plus loin finalement que de la simple carte à collectionner. Oui, et Sorar, c'est bien plus qu'une plateforme d'achat et de vente de cartes. Hein. C'est pas uniquement une marketplace où on achète des cartes. C'est bien plus que des cartes virtuelles au final. Exactement. C'est vrai que l'aspect collection joue. Et il y a des personnes, il y a une petite minorité de personnes dont je fais partie d'ailleurs qui sont contents d'avoir quelques cartes, mais sans vraiment les utiliser. Mais tout l'intérêt de Sorar, en fait, c'est que c'est derrière un univers de jeu qui s'ouvre grâce à ces cartes. Notamment, c'est vrai qu'il y a le jeu principal en fait qui est proposé par la société Sorar. C'est une Fantasy League, un petit peu comme Mon Petit Gazon pour ceux qui connaissent, avec une logique où toutes les semaines, en fonction des cartes que vous possédez, vous pouvez aligner votre meilleure équipe, le goal, vos 4 défenseurs, vos 2 attaquants, vos 3 milieux ou autres. Enfin, vous faites votre stratégie et en fonction des performances de ces joueurs dans la vraie vie, vous allez gagner du coup un certain nombre de points pour votre équipe. Et donc c'est assez intéressant, ça vaut le coup. Donc en début de saison ou de temps en temps, vous pouvez vraiment acheter, sauf que là les transferts, c'est vous qui les faites vous-même, vous achetez les joueurs qui vous manquent, vous complétez. Si un joueur se blesse, c'est vrai que la carte que vous avez, elle va perdre de la valeur. Donc il y a un vrai marché qui s'ouvre là-dessus et donc un vrai moyen de se challenger sur les performances de pronostics footballistiques. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et ça va même en fait un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que Sorar a son propre jeu, mais c'est aussi un écosystème et c'est aussi l'intérêt du NFT. C'est-à-dire que d'autres sociétés partenaires peuvent proposer des jeux qui reposent sur Sorar. Donc il y avait Ubisoft l'année dernière qui s'était laissé essayer finalement à créer un univers de jeu où on pouvait se présenter comme un jeu de foot, comme un PES ou un FIFA finalement, un jeu de ce type-là. Vous pouvez mettre vos propres cartes dans ce jeu pour jouer avec et les amener donc dans un jeu développé par un tiers. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est vrai qu'il y a quand vous jouez finalement à ces jeux-là, la société Sorar vous fait gagner des cartes. Donc quand vous gagnez par exemple un petit tournoi de foot ou un championnat, à la fin de l'histoire, vous allez gagner d'autres cartes Sorar qui sont des NFT et qui sont au final potentiellement de l'argent que vous allez pouvoir, ou des cartes que vous allez pouvoir revendre pour faire de l'argent. Et est-ce que Sorar garde ses cartes ?
C'est la plateforme qui emmagasine, enfin, elle les stocke pour vous, les cartes, ou il faut les mettre dans un wallet, un portefeuille? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le principe de Sorare, c'est que vous êtes vraiment propriétaire de ces cartes. Ouais. Alors, ils ont un peu simplifié la technologie, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que c'est un wallet, on va dire, qui est... Enfin, quand vous commencez à jouer, Ouais. et la plupart des gens qui commencent à découvrir le jeu se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont en train de créer un wallet, et que ce wallet, en fait, est stocké en effet, chez Sorare. Donc, vous pouvez vraiment créer un compte, un login, un mot de passe, faire un paiement par carte bancaire, acheter vos premières cartes, et pas du tout voir la technologie blockchain. C'est ce qui fait aussi le succès de ce jeu aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, que dans un marché actuel plutôt baissier, dans la mesure où on est assez peu corrélé aux crypto-monnaies, les cartes Sorare finalement perdent assez peu de valeur aujourd'hui. Mais donc du coup, par contre, l'intérêt c'est que vous êtes vraiment propriétaire. Si vous voulez les sortir, ces cartes de Sorare, pour aller les vendre sur OpenSea, par exemple, qui est la principale place de marché de NFT, eh bien, vous pouvez le faire parce que vous en êtes vraiment propriétaire. Si demain, un acteur indépendant crée lui-même un petit jeu ou crée une solution d'échange de cartes Sorare, eh bien, je vais pouvoir justement aller l'utiliser parce que je suis vraiment propriétaire de ces cartes. Contrairement, finalement, à ce qui se passe dans d'autres univers de jeux plus centralisés. Et du coup, il y a vraiment un écosystème qui se crée tout autour de ces cartes, autour de ces jeux, car on est dans de l'open source, hein, quasiment, enfin c'est libre au final. Alors oui, alors de l'open source, Oui, je résume un peu grossièrement, je grossis le trait. Mais en tout cas, en effet, c'est un univers... En fait, il y a une notion d'écosystème, vous avez raison. Ouais. Il y a Sorare Data, par exemple, qui est une société qui est spécialisée sur la fourniture de données autour de Sorare, qui elle-même, du coup, a fait une petite levée assez importante et qui est spécialisée sur la fourniture d'informations et de données autour de Sorare. Et après, en fait, il y a de la professionnalisation des joueurs qui a lieu. Ça veut dire des joueurs enfin des pools, on va dire des guildes ou des groupements de joueurs, où ils mettent finalement leurs cartes en commun pour pouvoir avoir les meilleurs assets, les meilleures cartes, pour pouvoir justement ensuite être plus performant. Il y a même des sociétés, il y a une société qui s'appelle Blackpool, qui est un leader d'ailleurs français, qui se prévalent de posséder finalement les cartes Sorare les plus performantes au monde. Donc la plus grosse, c'est un peu comme une sorte d'écurie de Formule 1 qui possède les voitures les plus performantes. Et ce qu'ils font ensuite, ils scoutent, ils recrutent finalement les meilleurs joueurs pour pouvoir finalement, à la même manière qu'une écurie, à la même manière qu'un Red Bull finalement, qui va avoir d'un côté les voitures et de l'autre côté chercher les meilleurs pilotes, là ils ont les meilleures cartes Sorare et ils essayent de chercher justement les meilleurs joueurs pour pouvoir avoir leur nom finalement toujours sur le podium de toutes les performances des tournois qui ont lieu sur Sorare. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que d'un côté il y a des gens qui sont propriétaires de ces cartes, qui peuvent les prêter par exemple à cette société Blackpool parce qu'ils vont pas jouer. Et donc, ils vont juste toucher un revenu potentiel, ce qu'on appelle un scholarship, ça veut dire, eh bien, ils prêtent leur carte en échange d'une rente contre d'autres joueurs qui sont assez performants mais qui n'ont pas forcément les cartes, et donc qui vont pouvoir jouer et eux aussi, justement, être associés au succès. Donc il y a vraiment un marché qui s'est construit autour de ces cartes. Il y a un marché qui est en train de se construire autour de ces cartes et une forme de professionnalisation, en effet, qui a lieu, oui. Ouais. Et si on veut comparer à d'autres technologies, si on a envie de dire, ou ce qui se fait déjà sur le marché, notamment avec FIFA, c'est quoi les principales différences ? Je pense que c'est intéressant parce qu'en effet, Sorare se place clairement en opposition avec le modèle justement des jeux décentralisés comme ceux dits e-sport. FIFA, c'est le meilleur exemple. Ouais. En fait, vous savez, dans FIFA, vous avez déjà ce système où vous pouvez acheter des joueurs, vous achetez l'équivalent de ces cartes-là pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir jouer avec. Mais la grande différence, c'est que vous n'êtes pas vraiment propriétaire de ces cartes. Ça signifie que, en fait, alors eux, ils ont un modèle assez fort, c'est que tous les 9 mois, vous devez racheter de nouvelles cartes en fonction de chacune des saisons pour pouvoir jouer. Donc tout ce que vous avez acheté avant, vous n'en étiez pas propriétaire parce qu'en fait, dès que FIFA décide qu'elles ne valent plus rien, elles ne valent plus rien. Et ça, on le sait dès le départ ? Oui, on le sait dès le départ. Il y a eu d'ailleurs pas mal d'actions tentées, je crois même en justice, contre FIFA, contre ce principe. Parce qu'en fait, évidemment, vous avez toutes les mécaniques addictives de jeu qui vous incitent à racheter toujours plus de cartes pour être toujours plus performant. Mais on le sait dès le début, en effet. Ils gagnent déjà, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Mais c'est vrai que si vous voulez, comme je vous l'ai dit, c'est le contraire de la carte Panini. Si vous voulez aller revendre vos cartes FIFA ailleurs, évidemment, c'est impossible. Si vous voulez définir des règles de revente ou même les échanger,
ça va être, on va dire, très complexe en tout cas, et pas officiellement dans le jeu en tout cas. Et dans tous les cas, en effet, vous n'allez pas pouvoir vraiment créer ce même écosystème, même si évidemment, il y a des gens qui performent, et il y a l'équivalent d'un e-sport qui s'est créé dans FIFA, et donc cette professionnalisation existe aussi, sauf qu'on n'est pas vraiment propriétaire de ces assets. Est-ce qu'on voit la même chose dans d'autres sports, si on sort un petit peu du football ? En fait, tous les sports sont concernés, en effet. Il y a justement une société à suivre, c'est Alain Roche, en fait, l'ancien joueur justement du PSG, qui lance un peu un équivalent dans le monde du rugby. Donc ça devrait sortir justement à la rentrée, c'est un projet à suivre. Et donc vous allez avoir l'équivalent avec des joueurs de rugby et des performances liées, donc un modèle très très proche de celui de Sorare. Aux États-Unis, on a plein de modèles qui sont en train d'émerger. Justement, d'ailleurs, la société Sorare, toujours dans les actualités, entre sur le marché américain sur la ligue en fait de baseball américain, et donc en dupliquant ce modèle-là. Mais il y a aussi un énorme leader aux États-Unis qui s'appelle Top Shot, en fait, qui est sur l'univers de la NBA, et donc où on achète en fait des cartes qui sont pour le coup des moments de match. Ça veut dire que, imaginons, vous êtes fan de LeBron James, vous allez pouvoir acheter le panier qu'a fait LeBron James à la dernière minute de la finale de conférence, et donc c'est une carte dans laquelle il y a une vidéo sur laquelle on va voir les 15 secondes du panier qu'il a réalisé. Et donc, on va collectionner, en fait, ces moments de match. Par contre, on n'a pas cette mécanique de jeu, mais on a une collection de moments. Donc, en effet, le sport et le NFT ont beaucoup de choses à faire ensemble. Ouais. C'est une question sans réponse, mais ça coûte combien environ une carte, si on veut s'acheter une carte ? En fait, il y a tous les prix. Bah oui. En fait, il y a vraiment... En termes de moyenne, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans les cartes... Alors, il y a vraiment tous les prix. Ça veut dire que les cartes les moins rares, ça veut dire les 1 sur 1000 sur des joueurs Sorare qui sont pas très, qui sont pas cotés pour l'instant, on va pouvoir les acheter pour, on va dire, sans m'engager parce que je suis pas un expert, mais on va dire quelques centaines d'euros. Ouais. Les joueurs les plus cotés en unique, si vous voulez Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi ou autres, en version unique, ça veut dire avec un niveau de rareté où c'est la seule, donc c'est la plus forte et la plus performante aussi. En tout cas, les dernières transactions que j'ai suivies, ça c'était en effet entre 100 et 200 000, voire un peu plus. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça touche vraiment une petite communauté à ce niveau de prix-là quand même. Ah là, ça devient une certaine élite, ouais. Là, ça devient une certaine élite, et là, ça devient assez inaccessible. Même si les gens qui l'ont acheté au début l'ont eu pour pas grand-chose, aujourd'hui, ce type de cartes-là, en effet, sont déjà, on va dire, dédiées à des formes de professionnels ou à des whales, en effet, du marché. Oui, ça devient de l'investissement aussi, au final, après. Ça devient un investissement et ça devient du coup réservé au type de société dont je vous parlais, Blackpool ou autres, qui sont des groupements, pour le coup, il y a beaucoup d'investisseurs derrière, qui ont la capacité financière justement d'acheter et d'amortir aussi ce type d'assets. Sachant qu'on le rappelle, la spécificité, c'est que cette carte, il y a un nombre défini et il n'y en aura pas plus. Hein. C'est un petit peu comme avec les crypto-monnaies. Hein. On en a parlé très, très vite fait au début, mais c'est vraiment la spécificité de Sorare et de toutes ces plateformes de NFT. On est sur une technologie qui est fiable, qui est inviolable, et on sait qu'il y aura X cartes et pas une de plus. C'est exactement ça, c'est qu'elles sont complètement ce qu'on appelle non fongibles justement. Ça veut dire qu'elles ont une unicité, vous avez une carte numérotée. Ouais. Et donc, même là, pour les moins rares, les 1 sur 1000, vous avez la 735 sur 1000, et vous savez que vous avez la carte 735 sur 1000. Après, d'ailleurs, on a des fétichistes qui s'attachent à collectionner uniquement les 1 sur 1000 ou les 1 sur 100, ce genre de choses. Donc, il y a un marché qui se crée vraiment sur l'objet unique qui est cette carte-là. Et donc, et c'est ça qui fait en effet qu'elles prennent de la valeur et qu'elles, depuis maintenant 2 ans pratiquement que le jeu existe, qu'elles ont continué à s'apprécier, oui. Ouais. Quels sont les points là, à surveiller là, dans les prochaines semaines là, dans cet univers des NFT, là, une fois qu'on a fait un petit état des lieux de ces cartes? En fait, je pense qu'en fait, on n'est qu'au début de cette tendance. Là, on parle de quelque chose qui est encore un phénomène, on va dire, qui touche vraiment les gens qui sont... en fait, si vous voulez, Sorare, par exemple, ils n'ont pas encore fait de marketing à proprement parler, contrairement à... Enfin, on n'est pas loin de l'univers du pari pour certaines... une partie de leur activité. Quand on voit des sociétés de paris qui sponsorisent abondamment toutes les émissions de sport, Sorare n'en est pas encore là. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça reste extrêmement organique, comme on dit, comme croissance. Donc, c'est vrai qu'on peut surveiller un peu le moment
où ils vont commencer à communiquer, parce que forcément, on peut imaginer un ratio de joueurs qui passe, un effet multiplicateur qui soit assez important. Et donc l'effet multiplicateur par rapport à une rareté des cartes qui reste quand même justement finie, fait que il peut y avoir une compétition plus importante pour acquérir ce type de cartes. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont, en tout cas c'est des choses, surtout dans un marché plutôt incertain, un peu beer comme on dit, ce sont des assets assez intéressants parce que finalement assez décorrélés du marché des crypto-monnaies et plus proche finalement du monde du sport. Par contre, c'est vraiment intéressant d'acheter ces assets-là si vous les amortissez. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est éventuellement elles peuvent prendre de la valeur, mais ça a moins d'intérêt si derrière vous les faites pas jouer. Et donc, si vous récoltez pas potentiellement les fruits du travail qu'elles vont faire dans des matchs finalement de foot de ligue virtuelle. Et on peut perdre si on perd le match. Du coup, notre carte perd de la valeur ou pas? Eh ouais, il y a un petit facteur. Il y a un petit facteur en effet. Il y a un double facteur d'appréciation. Il y a un facteur en effet qui est la performance intrinsèque du joueur. Et puis malgré tout, il y a les performances de la carte en elle-même, ce qu'elle a fait. Vis-à-vis du joueur, en effet, qui commence à être apprécié, il me semble aussi, dans la valeur de la carte. Oui. Ouais. Pardon. Non. Donc, du coup, dans le monde du sport, en tout cas, je pense qu'en effet, là, c'est un exemple le plus important, le plus connu, parce que c'est un peu la plus grosse licorne française aujourd'hui, avec cette fameuse levée de 680 millions de dollars qui a eu lieu, en effet, il y a en début d'année. Mais quand on regarde le monde du sport en général, les clubs, les ligues, le sport professionnel ou même le sport amateur, en fait, on va voir que cette mécanique-là, je pense qu'on va la voir bien dupliquée dans plein d'univers, parce que c'est un bon moyen finalement de à la fois relier les fans, parce que malgré tout, il y a une logique de... ça finance le football. Faut comprendre qu'il y a une mécanique où ces cartes-là, évidemment, il y a un droit qui est cédé en échange d'un revenu pour les clubs. Ça permet, ça rapproche finalement, ça permet de se payer un joueur aussi. Ça permet de se confronter sur de la performance. Il y a un côté collection, il y a un côté financier. Donc on touche beaucoup de points finalement qui sont dans l'air du temps aujourd'hui. Et donc je pense que dans tous les sports, on va retrouver des mécaniques similaires. Et c'est peut-être plus concret que les tokens pour les clubs de foot ou... Parce qu'on est sur deux choses différentes qui, au final, sont également liées parfois au sport, parfois à des joueurs. Enfin, il y a des similitudes entre les tokens et puis les cartes NFT. Complètement. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs une société très connue qui fait le token du PSG notamment. J'ai son nom, c'est Chiliz, si je me trompe pas, qui est spécialisé dans les tokens de socios finalement. Ça veut dire des tokens de fans, donc des crypto-monnaies pour le coup. Donc vous pouvez avoir de la crypto-monnaie du PSG. Et les deux sont intéressantes, mais c'est vrai que l'intérêt de la carte, c'est qu'il y a un aspect émotionnel, affectif et qui est un peu plus fort. C'est un peu moins un asset financier, un peu plus un asset finalement qu'on peut collectionner, avec lequel on peut jouer. Ouais. Et pour l'instant, deux marchés qui se ressemblent en termes de taille, ou pour l'instant les tokens restent plus importants ou... Franchement, je pense que le NFT là, surtout en ce moment avec le marché un peu qui s'est contracté sur les crypto-monnaies, j'ai le sentiment que les NFT tiennent mieux la route que les crypto-monnaies, mais peut-être que je dis une bêtise, honnêtement, j'ai pas vérifié. Bon, on suivra tout ça en tout cas dans les prochaines semaines, ça change tellement, c'est vrai qu'il faut suivre. C'est sûr. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas, John Karp, merci de nous avoir plongé dans ce monde de NFT, les NFT, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre John Karp sur Twitter, si c'est pas déjà fait, puis à lire son bouquin, co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement crypto-art. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans BFM Crypto. Dans un instant, quasiment 17h, on va se replonger tout autre monde, les marchés financiers, puis on regardera également ce que ça va donner mercredi du côté de la Banque centrale américaine, la Fed, à quoi il faut s'attendre. On en parle dans un instant avec Christian Parizeau et Yves Maillot. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.